Bonjour à tous, je me nomme Jacob Erebi et je suis le directeur pédagogique de la prépa CRFPA de l'ISP. Dans cette vidéo, je vous propose de revenir sur l'annale 2020 de droit des obligations. Alors vous le savez peut-être, à l'ISP, nous réservons chaque année la correction détaillée de l'annale et des annales des années d'avant, 2017, 2018, 2019 et cette année 2020, nous la réservons à nos élèves. C'est un travail important que de travailler sur les annales pour réussir un examen ou un concours. Néanmoins, parce que un certain nombre d'entre vous nous demandent des éléments de correction, et sans évidemment vous donner une correction complète que l'on réserve à nos élèves, je vous propose dans cette vidéo, et d'autres suivront pour les autres matières et les autres épreuves du CRFPA, je vous propose une vidéo relativement courte, qui ne sera donc pas complète et détaillée, mais une vidéo qui vous propose les éléments de correction de l'épreuve CRFPA 2020 en droit des obligations. Alors d'abord, je vous propose très rapidement de faire un petit commentaire sur le sujet. Un petit commentaire, vous allez voir, qui va sans doute vous intéresser. Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous ambitionnez sans doute de passer le CRFPA, et connaître le jury et ses attentes, c'est bien la première chose qui est importante dans le cadre d'un examen ou d'un concours de fin d'études. D'abord, l'analyse du sujet nous montre que l'épreuve, cette année de droit des obligations, était une épreuve de consultation. Alors, aucune surprise, mais je vous rappelle que ça n'est pas une obligation au vu de l'arrêté d'examen. Aucune surprise, pourquoi? Parce que c'était la même chose en 2016, 2017, 2018, 2017, 2018, 2019 et 2020 depuis que l'examen est national. Bon. Une épreuve de consultation. Qu'est-ce que ça veut dire, une consultation? Ça veut dire que l'on est face à un cas pratique amélioré. On est face à une presque vraie affaire. Autrement dit, avec tous ces démembrements. Alors qu'un cas pratique, c'est plutôt quelque chose de fermé, de très ponctuel, c'est une question dans une affaire. Là, c'est comme si on vous donnait toute l'affaire. Mais en réalité, pour faire la transition entre le monde académique et le monde professionnel, on vous donne une consultation qui regroupe plusieurs cas pratiques. Bon. Qu'est-ce que l'on observe encore à la lecture du sujet? Alors je vous rappelle, le sujet, il est intéressant de vous en prémunir. Là aussi, vous le trouvez sur le site de la prépa, www.prépa-isp.fr. Qu'est-ce que l'on observe? On observe que c'est un sujet intelligent et bienveillant. On a changé de jury du CRFPA en 2020. On commençait à avoir nos habitudes avec le jury précédent. On s'attendait, à tout ou presque avec le nouveau jury piloté par Olivier Desailles, sans doute à ce que ça soit lui qui donne le sujet. Et on est face, et je peux répliquer pour toutes les matières la même formule, mais je parlerai que pour le droit des obligations ici. On est face à un jury bienveillant et on est face à un sujet intelligemment construit. Qu'est-ce que c'est un sujet intelligemment construit? C'est un sujet qui n'est pas fondamentalement dur, mais qui est suffisamment complexe et pratique pour faire la différence entre les bons candidats et les mauvais candidats. En plus, il est construit de manière à laisser place à la pensée de l'avocat. Autrement dit, on est véritablement dans une phase de conseil. On a à chercher pour notre client, sur cette question, la meilleure solution possible. On est donc, oui, dans quelque chose qui est assez pratique. Maintenant, je l'ai dit, c'était pas un sujet difficile. Il était largement faisable en 3 heures. Il était peut-être un petit peu long, mais comme les questions étaient quand même faciles à résoudre et que les questions étaient surtout données très téléguidées, oui, il était faisable en 3 heures. Pour cela, il fallait avoir des connaissances de base, certaines. C'est évident que celui qui n'a pas bien travaillé la question de l'inexécution contractuelle, celui qui ne maîtrise pas la question des chaînes de contrat, ne pouvait pas réussir toutes les questions. Maintenant, ça appelle des connaissances de base certaines, mais cette consultation exigeait surtout
que l'on soit un technicien du droit, que l'on ait une bonne méthode de résolution des cas pratiques et des consultations en général. Celui qui s'était entraîné réussissait. Ça veut dire cela. Alors, comme je l'ai dit, je ne vais pas dévoiler toutes les arcanes du sujet. Néanmoins, je vous donne bien des éléments. Des éléments d'abord en vous disant ce qu'il ne fallait pas faire, puis en vous disant ce qu'il fallait faire. Ce qu'il ne fallait pas faire. L'erreur principale, je pense, elle était dans la précipitation. En effet, quand on lit l'énoncé, les réponses sont un peu de bon sens. On a une intuition des réponses. C'est toujours intéressant d'avoir une intuition de la réponse, à la condition d'être capable de douter de soi-même, c'est-à-dire d'aller expertiser le droit pour savoir si l'on a raison ou non, et surtout être capable de se contredire une fois qu'on a un doute qui s'éveille. Ce que je veux dire par là, c'est que celui qui fonçait tête baissée, il allait chercher quelques points, mais pas beaucoup. Parce que même si l'on a les bonnes réponses aux questions, ce qui était absolument évident dans cette consultation, et c'est là que je dis que le jury est intelligent, c'est que le raisonnement tenu primait sur les réponses. Autrement dit, à la sortie de l'épreuve, si vous disiez à votre camarade « à cette question-là, t'as répondu ça ? Oui, oui. Et à cette question-là, t'as répondu ça ? Oui, oui. » Et que vous faisiez ça pour les 4 questions du sujet, ça voulait pas dire que vous auriez une très bonne note tous les deux, ni même la même note. Car la solution compte moins que le raisonnement tenu. Et deviner les solutions, ça peut être dangereux en plus. Deuxième chose qu'il ne fallait pas faire, et ce sont les mauvais candidats qui font ça. Se précipiter dans le code pour aller chercher l'arrêt qui a permis de faire le sujet. Est-ce que je vais pas trouver une question analogue, une jurisprudence d'application qui y ressemble? Je vais à la pêche à la majeure. Celui qui va à la pêche au texte applicable, celui qui va à la pêche de la jurisprudence qui ressemble à l'affaire, c'est celui qui bien œuvre selon la méthode universitaire, académique, mais pas comme un pro. On cherche d'abord à raisonner par soi-même. Bref, ce que je veux vous dire par là, il ne fallait pas partir de la solution ou de l'idée de solution. Il fallait partir véritablement de l'énoncé des questions posées pour dérouler le raisonnement. Autre chose, beaucoup de candidats se sont fait piéger parce que les 2 premières questions, si elles sont faciles, elles sont un peu longues à rédiger. Or, il fallait impérativement finir l'épreuve. Pourquoi ? Dans ce qu'il fallait faire, la première chose que vous devez apprendre, maintenant que vous vous apprêtez à passer des concours et examens professionnels, c'est qu'on n'est plus à l'université. Ici, il faut avoir une stratégie de points. À la fin, c'est celui qui aura 10 de moyenne sur l'ensemble des épreuves écrites et orales qui entrera à l'école du barreau, dans l'une des écoles du barreau. Donc il faut jouer un peu de stratégie. Ici, on a un barème qui peut presque, en apparence, servir à rien. Puisqu'on nous dit 10 points pour la première question, 10 points pour la seconde, et qu'on va même jusqu'à préciser qu'en fait, c'est 5 points pour la première moitié de la première question, 5 points pour la deuxième moitié de la deuxième question, et pareil pour la deuxième interrogation. Tout ça pour dire quoi ? On a un barème équilibré. Il faut donc aller chercher des points dans toutes les questions. Ceux qui ont perdu du temps avec les 2 premières interrogations, forcément, ils finissaient par être notés sur 10, 12, 13, 15, en fonction de leur avancée. Il faut toujours être noté sur 20, parce que c'est comme ça que l'on glane des points. Donc, parfois, il fallait peut-être aller un peu plus vite sur les 2 premières questions, quitte à perdre des demi-points, pour être sûr, si vous étiez lent, de tout de même arriver à rédiger les 2 dernières questions du mieux possible. Pour ça, pour gérer son temps, il faut s'être beaucoup entraîné. Et notamment au moment de l'entraînement, il faut prendre le temps de bien déterminer le plan, lire très correctement les questions et l'objet des interrogations. Il faut être capable aussi, même si là les interrogations vous étaient données, c'est d'estimer le temps de rédaction. Pour ça, il faut faire un petit travail au brouillon, au cours desquels avant de rédiger la correction au propre, on va chercher un peu ce que l'on va dire.
on va chercher dans l'énoncé la majeure, on va travailler la majeure, que l'on va découvrir probablement dans le code après avoir eu cette construction. Et on peut même d'ores et déjà noter des éléments de mineur, l'élément déterminant des faits qui va changer la chose. Il faut que votre travail au brouillon soit bien fait pour gagner du temps dans la rédaction. Trop souvent, les candidats font l'inverse. Ils sautent le brouillon pour aller directement dans la rédaction et ils pensent pouvoir rédiger en direct. C'est ce manque de préparation et de méthode qui fait qu'ils se plantent. Il faut juste bien savoir le temps que l'on peut s'accorder au brouillon en fonction des types de questions. Et pour ça, il faut s'être entraîné encore une fois. Alors, promis, je ne dévoile pas toute la correction, encore une fois, mais je dis simplement, ce vers quoi il fallait aller. La première question du cas pratique, très téléguidée, nous invite à nous dire quel est le droit applicable au contrat cadre. En effet, on a un contrat cadre qui a été conclu par les parties en 2015. Il a été conclu pour une durée de 2 ans. Ce contrat a été conclu pour une durée de 2 ans, sachant qu'au terme des 2 années, les parties ont continué à exécuter le contrat sans aucune protestation de leur part. On est aujourd'hui et il y a un litige quant à l'exécution d'un des contrats d'application pris en vertu de ce contrat cadre. La question, c'est quel est le droit d'abord applicable au contrat cadre. Le contrat cadre avait une durée de 2 ans, au terme duquel elles ont continué les parties à exécuter le contrat. Cela se nomme une tacite reconduction. La tacite reconduction est prévue désormais par le Code civil. Cela signifie qu'il y a eu renouvellement du contrat. Au terme des 2 ans, il y a eu un renouvellement du contrat. Le renouvellement du contrat, une tacite reconduction qui produit les effets du renouvellement du contrat, c'est-à-dire la création d'un nouveau contrat à durée indéterminée. Autrement dit, le contrat cadre, est soumis au droit applicable en 2017. Vous l'avez compris. Or, en 2017, s'applique la réforme du droit des contrats de 2016, pratiquée par l'ordonnance du 1er février 2016, mais avant les modifications pratiquées par la loi du 20 avril 2018. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous interroge sur l'application notamment de l'article 1223 du Code civil. Or, l'article 1223 du Code civil n'existait évidemment pas avant 2016. En 2016, il a eu une première rédaction, et en 2018, une deuxième rédaction qui n'était pas interprétative. On nous interroge sur le texte applicable. Sachant qu'en réalité, la deuxième partie de cette première question, donc là on a déjà vu 5 points sur la loi applicable, sur la tacite reconduction et sur la question de l'article 1223. Dans la deuxième partie de cette première question, on va rentrer dans le vif du sujet et on nous demande si, face à une livraison imparfaite, notre client avait le droit de retenir une partie du prix correspondant à cette livraison imparfaite. Et là, tout de suite, on fait attention à une chose, c'est un contrat d'application qui, lui, vient d'être passé. Donc le droit applicable, c'est le droit d'aujourd'hui. Et on nous demande quels sont les moyens qui permettraient de justifier, la réduction du prix par notre client. Vous voyez, c'est intéressant, on nous demande de justifier la position de notre client. Ça, c'est une vraie question ouverte. Quels sont tous les moyens dans le droit que vous connaissez au programme qui vont justifier cela? On nous avait déjà aiguillé vers l'article 1223, mais aussi, on peut penser à l'exception d'inexécution et on peut penser à la compensation. Là, il fallait aller pêcher des points par imagination et surtout parce qu'on avait une connaissance transverse de la matière, du droit des obligations. Ça, les questions ouvertes, c'est les questions les plus difficiles. Et chaque année, depuis 2017, il y en a au moins une au programme de droit des obligations. Deuxième partie du cas pratique, franchement facile. Là aussi, sur 10 points, découpé en 2 fois 5 points. La première partie était très simple. En l'occurrence, il fallait faire un petit schéma. Vous avez une société qui est donc
la société fournisseur, Engrais Plus, qu'on a rencontré à la question d'avant, qui fournit des engrais à notre client, la société VGTech. La société, notre client VGTech, elle-même a revendu l'engrais tel quel, sans transformation, à l'un de ses clients, la société Champville, qui a appliqué l'engrais à ses récoltes, lesquelles ont été détruites au regard de la défectuosité de notre engrais. La première question vise à savoir si la société VGTech, notre client, pouvait être responsable sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. Il fallait non seulement vérifier les conditions de la responsabilité du fait des produits défectueux, mais il fallait aussi faire attention, parce qu'en principe, c'est une action qui est diligentée vers un producteur. Or nous sommes que revendeurs. Le revendeur n'est responsable que si le producteur n'est pas identifiable en vertu de l'article 1245-6. Donc, vous voyez qu'il fallait discuter pour, se poser la question de savoir si on était responsable ou non, et vous avez compris la réponse. Deuxième partie, c'est le mécanisme inverse, toujours un peu paradoxal. Là, c'est notre client, la société Champville, qui veut agir contre, notre fournisseur, la société Engrais Plus, sur le fondement de la responsabilité civile. Et on voudrait lui dire, mais non. Là, c'est vers la responsabilité du fait des produits défectueux que tu dois te diriger. C'est même la conclusion qu'il fallait fournir à la fin, mais en tout cas, on va répondre à cette question. On est face à une chaîne de contrats. Alors vous savez, il y a les chaînes de contrats translatives de propriété et les chaînes de contrats non translatives de propriété. Et à propos des chaînes de non translatives de propriété, il y a tout le débat sur les jurisprudences Bootshop, sur la jurisprudence du 13 janvier 2020, mais est-ce qu'on était vraiment sur une chaîne de contrats non translatifs de propriété? Est-ce qu'on n'était pas plutôt de l'autre côté? Je vous laisse répondre à cette question. Ça fait partie de la correction définitive, celle que je réserve à mes élèves. En attendant, c'est une occasion pour moi de tous vous souhaiter bonne chance, que vous fassiez une prépa ou non, quelle prépa vous faites, peu importe. Je vous souhaite bonne chance dans votre entreprise. Je vous souhaite à tous de réussir le CRFPA en préparant très bien ce qui est la plus belle des épreuves, celle de droit des obligations. Au revoir.